tous, moi je m'appelle Clara Galea, donc je suis la manager du bureau Campus France du Kenya. Je travaille avec Alima qui va intervenir aussi pendant la présentation. On travaille toutes les deux donc sur le bureau, au bureau Campus France du Kenya. Notre bureau est à l'Alliance française de Nairobi. Donc aujourd'hui, on voulait, sur la proposition de Mélanie, que je remercie d'ailleurs, on voudrait vous faire un petit topo sur... attendez, j'arrive pas à passer ma slide. Ah, c'est bon. Un petit topo sur voilà, les études en France, donc nos activités au sein de Campus France, l'agence Campus France, de manière générale dans le monde, mais aussi au Kenya. Voilà, vous faire aussi un petit topo sur les études en France, la vie étudiante. Ça nous a aussi semblé intéressant de revenir sur les outils mis en ligne par Campus France pour les étudiants, mais aussi pour vous en tant que professeur. C'est super intéressant de savoir qu'ils existent et de savoir comment les utiliser. Et ensuite, on échangera. Donc, c'est vrai que vous êtes quand même un vecteur de la langue française et un vecteur d'intérêt pour la France auprès de vos élèves. Donc, c'est vrai qu'il nous a semblé important aujourd'hui de vous donner des clés pour les informer le mieux possible sur les possibilités de faire des études en France, leurs opportunités en France, parce que vous êtes les premiers interlocuteurs auprès de vos étudiants sur ce sujet. Et nous, à Campus France, on vient dans un second temps pour des questions plus précises et des réponses plus individualisées sur des projets d'études en France. Parce que c'est vrai que vos élèves, ils sont déjà intéressés par le français, par la France, donc ils sont de fait plus enclins à venir étudier en France que d'autres étudiants qui n'étudient pas la langue française. Donc c'est important de donner du sens à leur apprentissage en leur disant, en les informant sur leurs possibilités qu'ils ont via les études en France, en leur disant que ça étudier le français, apprendre la langue, c'est aussi peut-être concrétiser un projet de vie via des études en France. Donc voilà, nous, l'objectif de cette petite réunion, de cette petite information aujourd'hui sur les études en France. Donc je vais laisser Alima commencer sur l'agence Campus France et nos actions au Kenya. D'abord, on voulait vous faire passer une petite vidéo. Alors, je ne sais pas si je clique sur le lien, si ça va marcher tout de suite. Oui, ça devrait fonctionner. Ça marche là, vous voyez ou pas? Non. Alors, attends. Parce que c'est pas le... Ouais. Hop. Là, vous voyez? Oui, c'est bon. Ok. Alors. Donc, voilà une petite, une petite vidéo pour vous montrer que apprendre le français, c'est utile et donc que les études en France sont possibles et sont vecteurs de belles opportunités pour les étudiants. Je vais laisser Alima, donc si vous avez des questions déjà, n'hésitez pas. Hein. Je vais laisser Alima présenter l'agence Campus France maintenant et nos actions plus spécifiques au Kenya. Okay, bonjour à tous. I'm going to intervene and do my presentation in English for those people who are a bit lost in the beginning. Sorry, my screen is not working, so please bear with me. I don't know what's happening today. Can you all hear me? Yes. Okay, perfect. So I'm going to take you through the Campus France agency and what we do. So as Campus France, we are located in a total of 124 countries worldwide. And in those 124 countries, we have a total of 255 offices. Now, our main tasks as Campus France is to promote French higher education. That's the first one. The second one is to welcome and support foreign students as well as researchers into France. And the third one is to implement scholarships as well as manage mobility programs.
So when it comes to promotion of higher education in France, basically we just give advice to students who are interested in taking up their master's or their undergraduate or their PhD studies in France. We make the French education system more attractive to Kenyan students as we're trying to appeal to as many as possible. So that covers the part of promotion of higher education. When we speak about welcoming and supporting foreign students and researchers, it's basically giving them tips on what to expect when they reach the other side, which is France in this case. We also give advice on how they can make applications to higher learning institutions in France. So basically, we are the information givers for anyone who wishes to partake, who wishes to take up studies in France. So that covers the basis of welcoming and supporting foreign students and researchers. And lastly, when we talk of implementation of scholarships and managing mobility, here we are just assisting and advising students who seek to study in France. So basically that's it. There's not much to that point. It's really straightforward. So the question that everyone asks when they enter our office is, what does Campus France do? So firstly, we welcome Kenyan students. So Campus France, we basically just provide students and researchers with the information that they will need to prepare for their arrival and their installation in France when they get to the other side. So that entails the procedures they'll need to follow in order to obtain their visas, information on scholarships that are normally offered either by the French embassy or other embassies around the world to international students or international organizations that have scholarship opportunities. And then we also promote higher education, which I've mentioned in the previous slide. So we seek to attract a good number of international students, in this case, Kenyan students, because it's Campus France Kenya. And we seek to attract a good number to go to France for their higher education studies. So how we achieve this is we organize student fairs where we're able to interact with different students from different parts of the country in different universities. And we sell them the idea of studying in France and why it's important for them to take up French as a foreign language. And then, of course, we animate our social media and the alumni network. So to keep in touch with our audience or to also attract people to take up classes in French institutions, we have to have a social media platform where we update all the information about France and institutions in France that help grow our network here in Kenya. So we do this so as to try and engage students. We respond to questions that they might have concerning studying in France. We are basically on social media to persuade the Kenyan students who have that interest to study in France, but don't know why they should actually pick France as a study destination. So yeah, I think I've mentioned the interview part. We conduct interviews for visa and the preparation for departure. So what happens is when a student is accepted by a university, they have to pass through Campus France for an academic interview first before they go through the embassy. And then after they've done the visa interview, we then set up a meeting for all the students who are leaving to go to France. So we call that preparation meeting, where we just give them tips. They ask us questions about what they should expect on the other side. And yeah, we just fill them in so that it's not really culture shock when they get to the other side. In terms of social media, I don't think I mentioned that we have two major platforms which we use to interact with students and alumni. So we have African, which is the alumni platform here in Kenya. And we have Kenyan Students in France, which is basically meant for students who are currently pursuing their education in France.
And we have these platforms both on Facebook and WhatsApp so that it's easier for people to communicate as often as possible. And we're able to help them whenever they have any problems on the other side. So I'll let Clara talk to you about studies in France. Merci Alima. Oui, donc je reprends en français. Donc moi, je vais vous faire un petit panorama pardon, des études en France. Donc tout d'abord sur le système en général. Donc en France, on suit le système européen, licence, master, doctorat. Donc c'est vraiment un cadre européen fixé donc pour tous les pays de l'Union européenne. Donc la progression académique, disons, commence par la licence. Donc c'est l'équivalent du bachelor au Kenya, sauf que c'est 3 ans en France. Donc cette licence, elle est soit universitaire, donc plus théorique, qui mène ensuite au master, ou alors elle est professionnelle. Donc quand elle est professionnelle, en fait, ça consiste la 3e année de la licence, donc juste avant d'avoir le diplôme, se fait beaucoup plus en lien avec les entreprises et donc favorise l'insertion professionnelle. Et 85% des étudiants qui font des licences professionnelles trouvent un emploi suite à l'obtention du diplôme. Ensuite, on a le master, donc en 2 ans, comme au Kenya. Donc, en fait, il est divisé les 2 années ont un rôle différent. Donc, la première année, c'est un enseignement plus général. Et la 2e année, c'est un enseignement beaucoup plus spécifique sur une thématique, sur un type de métier, etc. Et donc, le dernier semestre de la 2e année, donc les derniers 6 mois, sont soit orientés vers la recherche. Donc, dans ce cas, il y aura un mémoire de recherche à faire pour valider et avoir le diplôme de master, ou bien un stage de fin d'études dans une entreprise pour favoriser l'insertion professionnelle. Donc ça, c'est pour le master. Et ensuite, on a le doctorat de 3 à 6 ans en moyenne. Et donc, pour faire un doctorat, un PhD, c'est la même chose. En France, il faut s'inscrire dans une école doctorale. Je vais y revenir juste après. Et donc, chaque semestre universitaire, dans le cadre européen, est validé par un nombre de crédits ECTS, donc vous voyez marqué sur l'écran, donc qui permet d'établir des équivalences entre les formations. Donc si je fais un semestre de formation en gestion en France dans une université et que le prochain semestre, je vais faire un semestre en Espagne, par exemple, j'aurai un nombre de CTS équivalent. Donc ça permet d'avoir une cohérence dans les études au niveau européen, donc, ce qui est intéressant pour les universités publiques, mais aussi pour les écoles reconnues par l'État. Donc, voilà globalement comment se passe le système d'enseignement supérieur en France. Maintenant, je vais revenir sur la grande diversité des types d'établissements qui existent en France. Donc, vous voyez sur l'écran, on a 3500 différents établissements d'enseignement supérieur. Donc, c'est beaucoup, ils ont différents types. Donc, je vais revenir rapidement sur chaque type d'établissement. Donc, tout d'abord, on a 78 universités publiques. Donc, il faut savoir que la majorité des étudiants internationaux vont dans les universités publiques, 70%. Et pour le Kenya, c'est 60% d'étudiants kenyans qui vont dans les universités publiques. Donc, quand vous leur parlez, c'est vrai que ça reste l'option la plus choisie par les étudiants, peut-être la plus facile à intégrer. Donc voilà, c'est des universités qui délivrent des diplômes nationaux, donc licence, master, doctorat, ce que je venais d'expliquer, et qui ont la même valeur académique, quelle que soit l'université. Donc si j'ai une licence de gestion dans une université, elle aura la même valeur que dans une autre université en France. Voilà. Ensuite, on a 265 écoles doctorales. Donc ça, c'est pour les étudiants qui veulent faire des doctorats. Donc avec un directeur de thèse. La thèse peut se faire en anglais, tant que le résumé est en français. Le financement, ce qui est important de noter, c'est que le financement des doctorats est souvent un prérequis pour s'inscrire dans une école doctorale. Donc voilà, on a 269 grandes écoles. Donc c'est des écoles d'excellence telles que les écoles d'ingénieurs, les écoles normales supérieures, les instituts d'études politiques, les écoles de commerce et de management, etc. Donc c'est des écoles où l'admission est très très difficile. C'est une inscription très sélective. L'inscription est payante, souvent assez chère, mais qui délivrent des diplômes nationaux de grade master et qui sont très sélectives et de qualité vraiment excellente. On a ensuite 200 écoles d'ingénieurs qui délivrent aussi le niveau master dans tous les domaines d'ingénierie possibles. Donc, ça reste une
une voie, l'ingénierie, qui ouvre à énormément d'opportunités professionnelles ensuite. Voilà, donc ça reste des bonnes opportunités et c'est des écoles qui délivrent des compétences techniques, managériales, une ouverture à l'international. Les écoles d'ingénieurs françaises sont vraiment très réputées pour leur qualité d'enseignement et pour aussi l'insertion professionnelle des jeunes étudiants ensuite dans le monde du travail. Voilà, ensuite, on a 22 écoles d'architecture et 120 écoles d'art, donc qui sont reconnues par l'État. Ça, je ne reviens pas trop dessus parce que Halima va revenir tout à l'heure en présentant l'outil Campus Art, juste pour dire que les écoles d'architecture, donc il y en a 22, les études se font en 6 ans et après, donc c'est un diplôme national et permet d'avoir son nom en tant que création, pour créer son propre cabinet d'architecture. Voilà. Ensuite, les écoles de management, donc qui sont reconnues par l'État. Il y en a beaucoup plus qui ne sont pas reconnus par l'État, donc qui n'ont pas cette qualité d'équivalence entre les différents, avec les crédits ECTS, etc., au sein de l'Union européenne. Donc, ça peut poser un peu plus de problèmes et de légitimité ensuite sur le monde du travail. Donc, c'est des écoles qui intéressent de plus en plus les étudiants internationaux, notamment les étudiants africains. Elles ont attiré le nombre d'étudiants africains a doublé dans les grandes écoles de management françaises. Elles sont majoritairement privées. Il y en a quelques-unes qui sont publiques, mais celles qui sont publiques sont plus orientées vers la recherche. Celles qui sont privées sont au contraire très orientées vers l'insertion professionnelle, sont très en lien avec les entreprises. Voilà. Et 25 de ces 90 écoles font partie du top 100 mondial des meilleures écoles de management d'après le Financial Times de 2019. Et ensuite, la plus grosse partie des établissements français, du coup, sont d'autres écoles privées, d'autres instituts qui enseignent des disciplines très variées comme le tourisme, la restauration, la mode, le cinéma, la communication, la pub, le journalisme, le design. Voilà, donc certaines sont reconnues par l'État, d'autres non. Celles qui sont reconnues par l'État suivent le système crédit ECTS. Voilà, et c'est des écoles donc, qui offrent 2 à 5 ans d'études en fonction et qui accueillent leurs étudiants soit sur dossier, soit sur concours. Donc voilà, nous, on peut quand même conseiller au sein de Campus France ce type d'école, mais en fait, il y en a beaucoup, donc il faut voir en fonction des différents domaines d'intérêt des étudiants. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions sur les différents types d'établissements d'enseignement supérieur? Je ne sais pas si c'était très clair, j'ai essayé de... Merci Clara, c'est très clair. Si vous avez des questions, ouvrez votre micro. Sinon, on peut continuer. Bon, je continue en tout cas si vous avez quelques questions. Donc, le coût des études en France maintenant. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais donc la France a mis en place une réforme en 2019, il me semble, pour augmenter les frais d'inscription des étudiants internationaux en dehors de l'Union européenne. Donc, en fait, avant 2019, pour s'inscrire dans une licence, c'était environ 200 € et pour s'inscrire dans un master, 300 €. Avec la réforme, comme vous voyez à l'écran, maintenant, les frais sont passés à 2 770 € par an pour une licence, 3 770 € par an pour un master, donc c'est sensiblement plus élevé. Voilà, donc les dernières années, la réforme n'a pas été tellement appliquée par les universités, mais a priori, en 2021, ça va être ces nouveaux prix-là, ces nouveaux frais d'inscription qui vont être mis en vigueur. Donc, c'est important de faire noter cela à vos étudiants qui sont intéressés. Il faut quand même noter que ça reste des frais d'inscription, donc dans les universités publiques, pardon, j'ai oublié de le rappeler, des frais d'inscription qui restent moins chers que les universités d'autres pays tels que les États-Unis ou le Royaume-Uni. Voilà, donc ça reste plus cher que ce que c'était avant, ça c'est sûr. Mais voilà, il faut aussi mettre en comparaison avec d'autres pays qui accueillent des étudiants internationaux et ça reste moins cher. Donc ça, c'était pour les universités publiques. Pour les universités privées et semi-privées, les études coûtent plus cher. Donc, comme vous voyez à l'écran, de 3 000 à 15 000 € par an, que ce soit pour les licences master. Voilà. En ce qui concerne les langues d'enseignement maintenant, donc pour les étudiants français, pour les étudiants internationaux, 2 options s'offrent à eux quand ils veulent venir faire leurs études en France. Donc, la première option,
ça serait de choisir d'apprendre en français. Donc, pour apprendre en français, il faut avoir le niveau B2. Donc, pour avoir ce niveau B2, quand on est au Kenya, c'est l'Alliance française, les Alliances françaises qui délivrent le diplôme d'ELF-DALF, enfin, le concours d'ELF-DALF et le diplôme de langue, donc le niveau B2+. Donc voilà, donc les étudiants peuvent prendre des cours en présentiel, mais de plus en plus à distance. Donc ça, c'est intéressant pour si vous avez des étudiants dans vos écoles qui ne sont pas à Eldoret, à Nairobi, etc., qui sont dans des zones un peu plus reculées. C'est possible maintenant de prendre des cours en ligne de français pour ensuite atteindre le niveau B2. Voilà, donc, mais l'Alliance française reste la seule institution à pouvoir donner ces diplômes. Et ça reste très important de parler français quand même en France, parce que dans les grandes villes, les gens parlent en anglais, mais quand même, maîtriser un minimum de français reste beaucoup plus agréable pour ensuite vivre en France et être à l'aise. Toutefois, les étudiants qui ne maîtrisent pas le français ou qui ne souhaitent pas apprendre la langue ou que sais-je, peuvent choisir d'apprendre en anglais en France. C'est aussi une option qui existe et qui se développe. Il y a plus de 1600 programmes qui sont enseignés en anglais. Il faut quand même noter que la majorité de ces programmes enseignés en anglais sont au niveau des masters. Les licences en France restent majoritairement en français. Et Halima va revenir sur ce point tout à l'heure quand elle va vous présenter l'outil Campus France de Programs Taught in English, voilà, qui permet de répertorier tous les programmes enseignés en anglais en France. Voilà pour ça. Et pour finir sur les études en France, rapidement sur les programmes de bourse qui existent. Donc, il y a deux grands types. D'une part, il y a les bourses du gouvernement français. Donc, il y en a environ 30 par an qui sont délivrées au Kenya par l'ambassade. Donc, c'est souvent pour des étudiants en master et en doctorat. Donc, ça, c'est important de le dire à vos étudiants. Pour cette... Pardon? Mélanie? Bon, je sais. Oui, non, tout va bien. J'entends pas. Tu peux continuer, désolée. Ok. Donc voilà, les bourses du gouvernement français sont surtout données aux étudiants en master et en doctorat, et de plus en plus à des étudiants inscrits dans des programmes de coopération universitaire entre des universités kenyanes et françaises. Donc par exemple, si un étudiant est inscrit dans un programme d'ingénierie au sein de la JKUAT et que la JKUAT a un programme de coopération avec l'Université de Lorraine, cet étudiant aura plus de chances d'avoir une bourse. Donc, on a de moins en moins d'appels aux bourses et on essaie de favoriser de plus en plus les bourses qui s'inscrivent dans ces programmes de coopération-là. Donc voilà, je pense que c'est important de souligner ça. Mais en dehors des bourses du gouvernement français, il y a d'autres bourses, donc des bourses d'excellence. Donc, par exemple, comme la bourse Eiffel, des bourses spécifiques aux établissements. Donc là, je vous ai mis la bourse Émile Boutmy, qui est la bourse de Sciences Po Paris, donc spécifiquement pour Sciences Po Paris. On a les bourses européennes, donc Erasmus. Et même si c'est des bourses européennes, elles peuvent concerner des étudiants qui sont à l'international en dehors de la zone européenne. Et aussi des bourses de gouvernements étrangers, comme le Kenya, etc. Et donc, toutes ces bourses-là sont répertoriées dans l'outil Campus Bourse que Halima va aussi vous présenter tout à l'heure. Et nous, donc juste pour préciser, l'agence Campus France, on gère les boursiers du gouvernement français et les boursiers des gouvernements étrangers. Voilà. Je vais passer. Donc ça, c'était pour les études en France. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non, je continue alors. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions, hein, et vous pouvez poser vos questions en anglais. Ou s'il y a des choses que j'ai dit trop vite en français parfois, n'hésitez pas à me faire répéter des choses que j'aurais pu dire trop vite. Bon, je continue et n'hésitez pas à m'arrêter si besoin. Donc, je vais rapidement passer sur la vie étudiante en France. Donc, tout d'abord, se loger. Donc, il y a différents types de résidences étudiantes et de types de logements. Donc, les résidences publiques
reste la meilleure option parce qu'elle est moins chère, que ces résidences-là sont souvent proches des campus et permettent vraiment de se sociabiliser plutôt vite avec les étudiants internationaux et les étudiants français qui y résident. Donc, c'est le Crous. Donc, pour les étudiants internationaux, ils peuvent se connecter à partir de juillet, en fait, dans la seconde vague d'attribution des chambres. Voilà, donc ça reste l'option la moins chère et ça reste l'option la mieux pour les étudiants internationaux, même si les places sont quand même comptées et que tous les étudiants internationaux n'ont pas de place dans ces résidences publiques. À part ça, donc il y a des résidences privées, donc dans chaque ville, et là, il convient à chaque étudiant de faire ses propres recherches sur les résidences existantes dans sa ville d'études. Et il y a aussi les appartements individuels ou les colocations. Donc c'est vrai qu'être en colocation, partager un appartement, ça coûte toujours moins cher que d'avoir un appartement seul. Donc là, je vous ai mis quelques noms de sites pour trouver des appartements. À noter, et ça c'est important, que faire ses études à Paris reste tout le temps, enfin les loyers à Paris sont toujours plus chers que dans les autres grandes villes de France. On parle du double de loyer à Paris. Quand vous avez une chambre pour 200 € en province, dans une résidence publique, ça coûtera plutôt 400 € à Paris. Quand vous avez un appartement privé en province, ça vous coûtera 400 € et ça vous coûtera 800 € à Paris. Donc voilà, il faut toujours avoir ça en tête, que faire ses études à Paris coûte beaucoup plus cher. Donc ça, c'est quelque chose d'important à faire aussi savoir à vos étudiants. Et aussi que les étudiants internationaux peuvent bénéficier d'aides sociales au logement par l'État. Au même titre que les étudiants français, les étudiants internationaux donc, peuvent recevoir des aides financières pour les aider à financer leur loyer chaque mois. Donc, c'est une aide très précieuse pour beaucoup d'étudiants. Donc, c'est important de transmettre cette information parce que ça peut rassurer aussi. Sur le coût de la vie en France, donc pareil, j'ai bien discerné entre les coûts de Paris et les coûts de la province. Donc 800 € minimum par mois à Paris, ça c'est vraiment quand l'étudiant est dans une résidence publique où le loyer est quand même inférieur. Si l'étudiant a son propre appartement ou est dans une résidence privée, il faudra plus que 800 € par mois, plus 1000, 1200. Pareil pour la province, ça sera à la condition que l'étudiant soit dans une résidence publique. Voilà. Mais le statut étudiant permet quelques petits avantages financiers aussi, notamment d'ouvrir un compte bancaire, ce qui permet d'éviter les frais financiers supplémentaires. Si l'étudiant garde son compte bancaire kényan, les frais de transfert d'argent coûtent beaucoup d'argent, donc autant créer un compte bancaire français. Donc, à partir du moment où une personne a le statut étudiant, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir un compte. Ensuite, être étudiant international, rend aussi possible de travailler en parallèle de ses études. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aussi aider financièrement les étudiants, d'avoir un petit boulot, on parle de job étudiant, en parallèle de ses études, donc babysitting, être serveur, être vendeur, donner des cours particuliers en anglais, par exemple. Voilà. Donc, c'est des possibilités de se faire un peu d'argent en même temps que ses études. Voilà. Donc, c'est rendu de plus en plus compliqué avec la crise sanitaire et ce secteur un peu en crise, mais c'est quand même à garder en tête. Et comme je le disais à l'instant, le statut étudiant permet de bénéficier d'aides sociales au logement par l'État. Je ne reviens pas dessus. Donc, pour finir sur la vie sociale, pour finir sur la vie étudiante en France, un petit point sur la vie sociale très rapide. Donc, en théorie, la vie étudiante en France est très développée. Elle varie en fonction des établissements, mais dans chaque établissement, il y a des associations étudiantes concernant les loisirs, le sport, les arts, mais aussi plus engagées politiquement avec les syndicats étudiants ou des associations de charité, d'humanitaire, etc. Donc, que ce soit des universités publiques ou les écoles privées, la vie étudiante est très développée en France. Et par ailleurs, la carte étudiante donne accès à beaucoup de privilèges, de prix préférentiels pour certaines activités, accès aux centres culturels, à des musées, à des expositions, au cinéma, au théâtre, accès à des infrastructures sportives, à des événements sportifs,
Le Crous, également, les restaurants du Crous sont accessibles à tous les étudiants, même ceux qui ne sont pas logés dans les résidences du Crous, avec des repas très peu chers. En ce moment, avec le Covid, le président de la République, M. Macron, a décidé de mettre pour tous les étudiants des plats à 1 euro seulement à disposition 2 fois par jour pour les étudiants en difficulté. Donc, c'est très important et c'est une mesure qui aide beaucoup les étudiants étrangers, 1 notamment. euro, c'est 100 Kenyan shillings. Ouais. Donc, c'est vraiment peu cher et ça aide les étudiants voilà, à faire face à la crise aussi, puisqu'ils sont assez touchés. Et donc, pour finir sur les prix préférentiels avec la carte étudiante, aussi pour les moyens de transport, les coûts du métro et des bus sont moindres pour les étudiants. Et donc ça, c'était en théorie avant le Covid et quand tout était ouvert. Alors, tout réouvre un peu maintenant, mais c'est vrai qu'en pratique, c'est quand même important de faire savoir à vos élèves que c'est plus difficile pour les étudiants, qu'ils soient français ou qu'ils soient étrangers, de créer du lien, d'avoir une vie sociale développée, d'avoir accès aussi à la culture française. Il faut faire attention à l'isolement et c'est des sentiments que les étudiants peuvent ressentir, notamment avec le développement des cours à distance. Les étudiants, en étudiant dans leur chambre, peuvent se sentir seuls, peuvent se sentir homesick, comme on dit, et ne pas réussir à vraiment développer de liens avec d'autres étudiants internationaux ou français. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête avant de partir et de le rappeler à vos étudiants. Voilà, la France, en ce moment, c'est aussi difficile pour les étudiants et ça peut l'être encore plus quand on est loin de chez soi. Voilà, donc d'où l'importance vraiment d'essayer de créer du lien, que ce soit en ligne. Donc, Alima vous parlait tout à l'heure du groupe Kenyan Students in France sur WhatsApp. Donc ça, c'est un groupe qui est très, très actif. Nous, avec Mélanie et Alima, on est dessus aussi. On voit les étudiants partagent leurs problématiques, se posent des questions. Donc, ça permet vraiment d'échanger et de ne pas se sentir seul. Donc, c'est très important. Mais aussi de préparer son départ, d'essayer de contacter des étudiants qui sont déjà dans l'école où on va aller, ou déjà dans l'université ou dans la licence ou le master où l'étudiant va aller. Voilà, essayer de préparer au maximum son départ pour se sentir intégré quand on arrive. Voilà, donc c'était juste un petit point que je voulais quand même faire là, sur ce sujet que je trouve important. Donc voilà, mais bon, la vie étudiante va continuer de se développer vu que les choses réouvrent en France. On espère que ça va rester comme ça. Donc, j'en ai fini sur la vie étudiante et sur les études en France. Je vais laisser Alima maintenant reprendre la main en anglais sur l'utilisation des différents outils mis à disposition par Campus France. Okay, thank you, Clara. So for this slide, I wanted to share my screen, but my screen is acting up. So I'll try my very best to explain the different tools that we use to bring our mission. Si tu veux, je peux partager moi mon écran. Ouais, ça sera mieux comme ça. Merci. Okay. So for starters, we'll start with the Campus France website in general. So this is just a website where we indicate all the information that any student would need to find out about life in France, any news to do with France. I will give you the example of the COVID situation as per now. All updates concerning the situation in France can be found on the website. We try as much as possible to update content that is relevant for students so that they're able to, find their way around if they're on the other side, or if they're interested in studying in France, but they don't know much about it, the website is there to help you out. So as you can see on the screen, you have different catalogs. You have the Bienvenue en France catalog where you have news about France and anything to do with, you just discover the country from where you are. And then you have Étudier, which in English would be choose your program. So basically it just offers you the different programs that are available, from programs taught in English to master programs to undergraduate programs. Life in France and how much it would cost you. Basically, it just gives you an overview of
your education and how much you are going to spend, or how different things are from where you're coming from. And then we have the S'organiser. So basically here they give you tips on, you get to understand the housing system, healthcare system, how transport works in France, basically life of a student and how much you're going to be spending. Vivre en France is the other catalog that we have on the platform. Ideally, all these catalogs will just give you an outview of what you need to expect when you're on the other side. So it would be really nice if you have students, I would advise that you have them go through the website and just peruse and see what could be of interest to them. So that's the Campus France website. Now, inside the Campus France website, we have a catalog that is directed specifically for programs, which I talked about. So it's Étudier. And here you are able to key in the different programs that you're interested in. So it lists down the short programs that are offered, the undergraduate programs, the master programs, PhD programs. And as you can see on the screen, you can search by keyword, you can search by field study or geographical area. Geographical area basically is if you know your way around France. So not a lot of students will search the geographical area. Most will use keywords because then it's easier. And once you do that, you're able to, maybe Clara, you can key in maybe psychology. Okay. Yeah. Mm-hmm. Yeah. And then it gives you a list of all the institutions that offer the psychology course. So as the student, you're able to see the different institutions or the universities that you think could appeal to you. And then from there, we go through the application process. So our next catalog, are there any questions until there before I continue? Then you click on some programme. So Yes. Ici, c'est la licence 3. Donc, ça veut dire que c'est la 3e année de licence. Et donc, quand vous cliquez sur un programme, donc vous avez directement l'accès sur le site, le contact, le lieu où se trouve l'université. Okay, so for starters, before I give you the application process, what you need to understand is to apply using the Campus Art portal, you need to have an account. So ideally, you need to create an account with Campus Art so that you're able to make an application. The site is very easy to use because once you're already in it, it gives you directives on how to create a profile. I think it's below, Clara, like down. Okay. It should have the option of all the schools. Yeah. So it has, there are over 400 programs provided for you in this catalog, the different schools that offer the different programs. And what usually happens is applications for Campus Art usually begin in November and shut down in February. So it's a very systematic procedure, and students are only to submit their Campus Arts online applications. So it's an online application where they're able to submit one single file to different institutions. So let's say you want to do fashion and design and you've seen 10 different institutions offering this program. Campus Art makes it easy for you to apply with just one single file to the different institutions. So it makes your work really easy. So once this is done, from November to February, applications usually close. And then once they're closed, now the institutions that you apply to start looking at your applications to see if you're fit, if your candidature suits what they are looking for. And if they're interested in you as a student, they will reach out to you either by phone call or by Skype or by Zoom, where they'll conduct a little interview to just learn more about you as a student. Once this is done and they're impressed with what you have discussed with them, they roll out pre-enrollment offers. So one thing that you must understand is when carrying out this application, it's completely free.
until you decide to accept a pre-enrollment offer. So when you accept a pre-enrollment offer, then there's a fee that's attached to it. So different institutions will have different pre-enrollment fees. And then in June, you are either to accept or decline the offers that you get from the different institutions that you apply to. And after you've done this, you then prepare more documentation that you will send to the institution that you accepted. So it's, as I said, it's very systematic, and it needs patience and research, because you need to know exactly what you're looking for when you come on the portal. So that's for Campus Arts. And then, of course, we have social media platforms, which I talked about earlier. As Campus France Kenya, we operate through 3 main social media platforms, and that's Facebook, Instagram, and Twitter. We go by the name Campus France Kenya, and we use these platforms to post jobs that are offered in the French world. The jobs could be based here or outside of the country, but need French speakers. So we use our platforms to post such opportunities. We also post scholarships for the people who don't want to go through the website. We make it much more easier for you to be able to get everything that you need from our social media platforms. We hold events with schools or just as Campus France, where we're able to interact with students who are interested in particular courses, so that it makes the knowledge of France more. We make more students learn about France and the opportunities that it's offering to international students. So that's about it for the tools that we use as Campus France to bring our missions to life. And then, of course, the most common question that we normally get from students when they walk into our office is, why should I learn French? Why should I learn French? And why should I do it in France? So it's very essential. A lot of people want to go to France, but they don't want to have knowledge of the language. So first things first, to make an application to a public university, as an undergraduate especially, you need to have at least a B2 certificate. So you cannot make the application process without knowledge in the language. So what happens for people who are applying, for students who are applying for their first year of undergraduate, we normally use a system called La DAP. So basically in English, it's just a white form whereby you're able to put in all the details of the different universities that you're interested in applying to. So once this is done, we send it to, as Campus France, we send your application to the universities. Now, the application will be made in French. So that's why you have to have knowledge of the language, because they'll ask you your motivation and why you chose France as a study language, or why you choose France as a study destination. So you have to express yourself in the language. It's also a prerequisite for the Assistant de Langue program, which is normally offered by the embassy. So I think the prerequisite is a B2, if I'm not wrong, for an Assistant de Langue. And yeah, that's another reason why you need French. Most courses in public universities are taught in French. So it's very essential that you have a B2. Every time students come, they begin by, I want to study in France. And then I ask, do you have a B2 certificate? And then they say, no. And then I have to take them back and I have to start explaining that for you to be able to apply for your first year in undergraduate, you need a B2 certificate. So it's very crucial. And of course, last but not least, there are scholarships that are offered, but most of these scholarships will require you to have a B2 certificate. So if these are not reasons enough for you to, pursue the language, there really should be, and you should persuade your students. Yeah, so that's all from my side. Thank you, Halima. You're welcome. Any questions?
Ok. N'hésitez pas à nous poser des questions si Jean vous a levé avez. la main. Oui, Jean. Hi, Jean, you have a question. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je suis désolé pour le retard. Je suis arrivé un petit peu en retard, mais je Pas de voulais souci, savoir. Ouais, Pas de souci. est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. très bien. Ah, ok. Je voulais savoir s'il y a des brochures qui sont offertes par le Campus France qu'on peut partager avec les étudiants parce qu'on a déjà, comme moi, j'ai déjà les étudiants qui ont terminé les études secondaires. Il y a ceux qui pensent même à passer le BEDO dans un mois, mais ils me posent toujours la question, mais qu'est-ce que je peux faire en France? Comment est-ce que je peux euh, m'inscrire dans ces associations? Quel est le processus? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a ceux qui habitent loin de Nairobi et je sais que le bureau de Campus France ici se trouve à l'Alliance française de Nairobi. S'il y a des brochures à partager. Et Oui. là, deuxièmement, j'ai vu là où on nous a montré comment faire la recherche des courses, hein, des différents programmes à suivre. Je ne sais pas si c'est directement qu'on peut voir que ce programme-là, il y a des bourses ou pas. Si vous pouvez éclaircir un petit peu. Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a les catalogues qui recensent toutes les courses, comme vous dites, enfin les programmes. Ouais. Et là, sur ces programmes, enfin sur ce site de catalogue, sur les catalogues en ligne, c'est pas marqué accès à une bourse pour ce spécifique programme. Par contre, quand vous allez sur Campus Bourse, ça vous dit que vous pouvez avoir une bourse pour cette école ou pour ce programme. Donc, si un étudiant cherche absolument à partir, mais avec une bourse, ça sera plus intéressant pour lui d'aller déjà sur Campus Bourse pour voir quel type de bourses sont possibles pour lui, pour sa situation. Question, si je peux réagir un peu. Est-ce que ça veut dire que tous les programmes qui sont offerts sur le campus Bourse, hein, il y a des bourses pour tous les programmes qui sont offerts là? Alors, en fait, les Campus Bourse, ça recense les types de bourses et les bourses qui existent. Tous les programmes en France ne sont pas liés à une bourse. Ok. C'est pour ça qu'il faut regarder sur Campus Bourse et voir en fonction ce qui est possible ou pas. Ok, d'accord. Merci. Pas de souci. Et sinon, pour répondre à la première question, pardon, oui, on va essayer avec Alima de vous faire un petit dossier avec les documents d'information essentiels. On vous enverra ce PowerPoint déjà dans un premier temps et on essaiera de vous faire une petite compilation des documents les plus importants avec les informations essentielles pour que vous puissiez les transmettre à vos étudiants. Oui, ça sera mieux, mais si c'est un document soft, ça veut dire un document qu'on peut partager par les réseaux sociaux, comme même WhatsApp. Oui. Ça Oui, sera oui. beaucoup mieux pour nous. Ouais. Pas de souci. Et puis, vous pouvez surtout dire à vos étudiants que même si nous, on est à Nairobi, ils peuvent nous contacter, comme Alima expliquait, sur les réseaux sociaux, par mail. Voilà, on est vraiment disponible, pas que en présentiel. On peut aussi organiser des rendez-vous téléphoniques, etc. Ok, merci. Merci. Il y a d'autres questions? Alors, du coup, ça va peut-être être à nous de vous en poser. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. D'accord, très bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, j'ai la première question. Est-ce que cette proclame, c'est seulement pour les étudiantes secondaires ou c'est pour tout le monde qui aime bien étudier en France? C'est pour tout le monde? Un des prérequis, le prérequis pour étudier en France, c'est d'avoir un diplôme de l'enseignement secondaire. Mais si une personne souhaite faire un master 10 ans après avoir commencé à travailler, c'est tout à fait possible aussi.
C'est pas D'accord. que pour les étudiants qui souhaitent, qui juste sortent les jeunes étudiants qui sortent de l'école. C'est n'importe qui peut faire un doctorat à n'importe quel âge ou une licence. Il n'y a pas de critères d'âge pour faire ces études. Ah, très bien. Et ma seconde question, c'est, il y a un âge limité pour cette programme? Non, Ah, d'accord, très bien. non, non, non. Il faut être majeur, certainement plus de 18 ans. Mais le prérequis principal, c'est pour pouvoir faire ses études, pour pouvoir entrer en licence, c'est d'avoir le baccalauréat ou le KCSI, enfin un diplôme d'enseignement secondaire. Pour Ouais, faire un master, c'est d'avoir un bachelor ou une licence. ouais. Et pour avoir un doctorat, c'est bien sûr d'avoir un master. Ah, merci beaucoup. Mais il n'y a pas de critère d'âge, non? D'accord, d'accord. D'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Moi c'est Ivy. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé parce que j'étais déconnectée à un moment donné, mais je voulais savoir, je ne sais pas si vous vous en occupez aussi, mais pour les étudiants qui veulent partir, bon, qui veulent intégrer des grandes écoles comme Sciences Po, est-ce qu'ils font, c'est le même processus ou c'est différent? Comment ils font pour intégrer les grandes écoles? J'ai pas compris la question, excusez-moi. Alors, pour les étudiants, pour les élèves, hein, les étudiants qui veulent intégrer plutôt les grandes écoles comme Sciences Po, Oui? comment ils font? Est-ce que c'est le même processus aussi ou... Ça dépend des écoles. Ça, c'est les étudiants se connectent sur le site de l'école qu'ils aimeraient intégrer et regardent. Alors parfois, par exemple pour Sciences Po, il y a différents types de modes d'admission si l'étudiant est français ou si l'étudiant est étranger. Mhm. Mais donc ça, il faut regarder les critères d'admission sur le site de chaque école. Parce que parfois, c'est des concours, parfois les étudiants étrangers ne passent pas des concours, c'est seulement sur les dossiers, ou inversement, c'est variable. Ok, ok. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, nous, on avait des questions à vous poser du coup, parce que c'est aussi intéressant de pouvoir vous rencontrer et d'échanger avec vous pour en savoir plus sur vos étudiants, sur leur vision de la France et des études en France. Ça nous permet aussi d'adapter notre démarche quand on les contacte et notre discours pour être plus proche d'eux. Donc, on avait six questions là que vous voyez sur l'écran. Je ne sais pas, en fonction du temps qu'on a, si on peut toutes les passer en revue et échanger avec vous. Oui, vas-y, Clara. Ok, bah, on peut les prendre une par une, du coup, si ça vous va. On peut donc prendre la première. Qu'est-ce qui motive vos élèves à choisir d'apprendre le français? Voilà. Quand vous échangez avec vos élèves en cours de français, qu'est-ce qu'ils vous disent? Pourquoi ils choisissent d'apprendre le français? Il n'y a pas de questions pour les gens. Je peux commencer, hein, un petit peu, hein. Je peux commencer, ces gens? Oui? Je vais essayer d'aborder les questions, oui. Je peux commencer par le premier, hein. Ce Mhm. qui motive les élèves, hein, à apprendre le français. Ouais. Il y a les élèves qui viennent parce qu'ils ont déjà entendu, ou bien ils ont des proches qui travaillent avec la langue française, comme ça, ils décident aussi de faire la même chose. Et il y a les élèves qui le trouvent comme une langue étrange, hein, et comme ils sont intéressés par le fait qu'ils vont apprendre quelque chose de nouveau, ils commencent à le faire. Et après, à un moment, il y a ceux qui commencent à apprendre le français, mais après, à un moment, ils décident que c'est pas le,
quelque chose qui les intéresse. Bon, la deuxième partie, quelle image les élèves ont-ils de la France? Pour moi, si je peux dire. Hein. Jean, on t'entend assez mal. Ok. Ok, maintenant c'est mieux. Ah oui, c'est mieux là. C'est mieux Est-ce maintenant. que peut-être rester sur la première question dans un premier temps? Donc, merci du coup pour tes inputs. Effectivement, il y a plusieurs choses qui nous ont été évoquées, notamment d'avoir un entourage, un entourage avec les Français. Peut-être, je vois qu'il y a Sylvia ou Julius, je ne sais pas si quelqu'un peut enchérir sur ce que vient de dire Jean. Oui. Si je peux continuer? Non, attends, je voudrais que d'autres personnes réagissent. s'il te Bon, plaît. même chose. Hein, même chose. Oui, sur la même question, qu'est-ce qui motive vos élèves à choisir le français plutôt qu'une autre option, plutôt que l'allemand, plutôt que le chinois, etc. C'était plutôt ça notre question. Qu'est-ce que vous en pensez? Judith, Sylvia, Janet, vous Il m'avez n'y a pas dit de mauvaise réponse, hein. Aucune mauvaise réponse. Excusez-moi, Oui? je suis dans un endroit un peu bruyant et est-ce que Clara a demandé pourquoi nos élèves ont choisi le français? Oui. Oui, c'est ça. Ah, ça va. Vous voulez répondre du coup? Ah oui, je peux. Alors, Oui. je vais parler de... Je suis coordinatrice d'une ONG au Kenya et la plupart de nos membres ou bien nos bénévoles sont les gens qui prennent le français comme étude à l'université. Et pour eux, c'est toujours dans le but de trouver un travail plus facilement car la langue française est étrangère et ce n'est pas tous les gens qui le prennent. Alors, ça leur donne plus d'avantages que les autres. Et pour les petits-enfants, qu'on nous enseignons ici dans un village qui s'appelle Midarato, ils sont juste fascinés par une langue étrangère. C'est simple que ça. Et puis pour mes camarades à l'université, ceux qui n'ont pas vraiment eu la chance à étudier cette langue, peut-être à l'école secondaire, mais qui ont l'envie de l'étudier. Pour eux, c'est toujours comme les autres. Par exemple, dans ce que je fais, la plupart de nous ont l'envie de travailler avec l'ONU et pour stand out parmi tous les autres, le français est quelque chose qui peut t'aider. Alors oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette réponse. Oui, je pense que Audrey, là, tu touches un point qui est important, le fait que le siège de l'ONU se situe au Kenya, ça implique qu'il y a un nombre assez important d'offres d'emploi qui sont destinées aux Kenyans, enfin qui sont des offres d'emploi ouvertes aux nationaux uniquement. Et effectivement, le français est une des langues officielles des Nations Unies, donc c'est vraiment un atout au même titre que d'autres langages des UN pour obtenir cet emploi comparativement à d'autres collègues qui auront entre guillemets, le swahili et l'anglais. On peut passer peut-être à la deuxième question? Oui, très bien. Alors, quelles images vos étudiants ont de la France? À quoi ils pensent directement quand on leur dit le mot France? Qu'est-ce qui ressort? Voilà, quelle est leur impression de la France sans y être allés? Quel est leur imaginaire de la France, mais aussi des études en France? Comment ils imaginent que c'est d'étudier en France? Qu'est-ce que ça implique? Voilà, quand vous en avez parlé avec eux, quand vous parlez avec eux de la France dans vos cours,
Enfin, qu'est-ce qui revient de leur côté? Pas de réponse sur ça? Oui, Bon, si, voilà. Oui. Ça serait super que tout le monde prenne la parole, comme ça on aura un beau panorama. Sylvia, par exemple. Sylvia, tu m'entends? Peut-être que tu n'as pas la possibilité de mettre ton micro. Janet. Ok, et j'ai déjà répondu sur le chat, mais il y a les élèves qui trouvent la langue intéressante et il y a ceux qui aimeraient étudier en France à l'avenir. Il y a un de mes élèves qui a déjà contacté le campus français et je pense qu'il est en train de faire un B1, B2, je ne sais pas maintenant, il est dans quel niveau, mais il aimerait étudier en France. Et pourquoi du coup? Qu'est-ce qui l'attire dans ses études en France? Oui, Qu'est-ce qui l'attire pour lui? C'est quoi son imaginaire des études en France? À quoi il pense quand... il m'a dit que la France est un pays très intéressant et la culture est riche et il aimerait aussi améliorer sa langue française. D'accord. Ok. Super. Merci beaucoup. Si je peux ajouter, Oui? Oui. bon, parce que la deuxième question là, hein, l'image des élèves. Pour moi, la plupart d'eux, c'est que euh, euh, c'est un atout parce que là, il y a déjà, il y a déjà les élèves qui sont déjà partis en France de faire leur apprentissage là. Il y a, comme ça, ils pensent déjà, ils ont déjà une idée de ce qui se passe là. On a un programme chez nous à l'école où les anciens étudiants viennent toujours parler aux élèves de comment ils ont vécu leur vie après l'école secondaire ou bien les choses qu'ils ont fait. Et ils trouvent toujours que à partir, tu peux partir à l'étranger, hein, c'est un atout pour eux. Et comme ça, ils ont déjà une idée que s'ils ont la chance s'ils ont la chance de faire les apprentissages ailleurs, ils ont un atout. Et puis, des études en France, ce sont nous. Moi, comme le prof, je les montre toujours l'image, hein, qu'il y a des belles choses en France. Oui, oui. Je les montre à l'image qu'il y a des belles choses, il y a des différences. Hein. Il y a des bonnes choses à apprendre en France. Hein. Et comme ça, ils ont l'intérêt, hein, d'aller découvrir ce qui est là pour eux. Ok. Merci beaucoup, Jean. Donc, ce qui revient, c'est surtout l'aspect culturel, les paysages, les valeurs aussi. C'était intéressant quand Jeannette a dit ça, les valeurs en France. Et c'est sûr qu'être en contact avec des étudiants qui sont déjà en France, ça donne envie, ça peut ouais, aider à concrétiser son propre projet. Donc, du coup, on peut passer à la troisième question. Qu'est-ce que vous leur dites quand vous leur parlez de la France? Qu'est-ce que vous mettez en valeur? Disons les deux choses que vous mettez le plus en valeur quand vous leur parlez de la France. Vos deux mots-clés vraiment importants pour vous à transmettre à vos étudiants. Peut-être des gens qui n'ont pas encore pris la parole.
Encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est vraiment pour échanger avec vous et pour en savoir plus, pour nous aider, nous aussi, à mieux cerner les étudiants. Alors, moi, je leur dis que c'est un pays cosmopolite. Mhm. Il y a des gens, là, tu trouves des jeunes de partout dans le monde, Mhm. surtout dans des universités. Il y a des étudiants qui viennent de partout. Donc, c'est assez cosmopolite comme pays, à mon avis. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que la France est un pays très accueillant et très cosmopolite avec des diasporas présentes de beaucoup de pays. Et une autre idée peut-être? Bon, Qu'est-ce que vous dites à vos étudiants? Oumazi? Pour moi, je souligne le fait que la France, c'est un pays avec une culture très riche et ça date plusieurs années. Nous avons la littérature, nous avons bien sûr les monuments et les musées avec l'histoire très riche. Oui, c'est ça que je souligne toujours. Oui. Ok, super. je Merci dois beaucoup. ajouter Et Jean, oui, une dernière idée? deux mots-clés. Amour et On opportunité. t'entend mal, il faut que tu rebranches ton micro. Ouais. Maintenant, c'est bien? C'est mieux, oui. Si je suis demandé deux mots clairs, c'est l'amour et les opportunités. C'est ça. D'accord. Ouais, c'est un pays des amoureux. C'est vrai. Pourquoi pas? Et les opportunités professionnelles, vous voulez dire? Ouais. On peut dire professionnel. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai essayé de souligner tout à l'heure, mais les études en France encouragent vraiment l'insertion professionnelle des jeunes. Contrairement parfois aux études au Kenya, où il y a peu de liens qui est fait avec les entreprises. En France, c'est vraiment quelque chose qui est développé et qui essaye de se développer encore plus, mais le fait de faire des stages de fin d'études, d'être en contact avec des entreprises, parfois il y a même des gens d'entreprises qui viennent donner des cours aux élèves dans les universités et dans les écoles. Donc, c'est vrai que le mot opportunité peut vraiment faire sens à ce niveau-là. C'est que on essaie vraiment de placer les jeunes sur le marché du travail quand ils sortent de leurs études et d'avoir des enseignements pratiques, pas seulement de la théorie, des grandes idées, de vraiment apprendre aux étudiants à faire des choses, à être prêts pour le monde du travail, au monde de l'entreprise ou au monde de l'entrepreneuriat, quel que soit le domaine. Donc, merci beaucoup pour ces mots. On peut passer à la troisième question. Donc, j'imagine que vous avez déjà eu des étudiants qui sont partis faire leurs études en France. Qu'est-ce qu'ils ont retiré de leur expérience? Est-ce que vous avez pu échanger après à leur retour avec eux? Qu'est-ce qui les a marqués? Pareil, on pourrait donner deux idées. Qu'est-ce qui a marqué les étudiants qui sont déjà partis et qui sont revenus, que vous avez eu? Je ne sais pas si la question est directe à moi, mais pour Non, moi. elle est pour tout le monde, mais vous pouvez répondre d'abord aussi. Ok. Pour moi, ce qu'ils m'ont dit, que la vie est chère en France. Hein. La vie en France, la vie c'est cher hein, en France, même s'il y a des moyens, mais c'est sûr. Ouais. C'est vrai. Merci pour ce retour. C'est pour ça qu'il faut aussi préparer les étudiants quand ils vont en France à ce qu'ils aient assez de ressources pour pouvoir se débrouiller et ne pas être en manque.
Mais c'est vrai que la vie est assez chère, surtout à Paris, comme je le disais. Est-ce que vous avez d'autres retours des étudiants? Peut-être quelqu'un d'autre? Des gens qui n'ont pas encore parlé? Ricardo, peut-être? Oh, bonjour tout le monde. Bonjour. Ah oui, de ma part, mes étudiants arrivent de l'information ou bien le fait que la France c'est vraiment... désolé. Pas de La souci. France, la France est vraiment chère. Ah oui. Mais généralement, les Français sont sympas et gentils. Ah ouais. Et ils nous encouragent toujours d'y visiter, explorer. Ouais, merci. Merci. Merci Même beaucoup. le bébé dit salut. On dit bonjour aussi. OK. Un autre retour de votre part sur cette question ou on passe à la prochaine? Ok, on peut peut-être passer à l'avant-dernière question. Quels sont les freins potentiels que les étudiants qui veulent partir en France vous ont déjà relevés? Quand un étudiant vient vers vous et vous dit qu'il aimerait partir en France, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher? Quel est l'obstacle le plus gros pour lui pour aller faire ses études en France? J'imagine qu'il va y avoir la question de l'argent, mais en dehors de ça, peut-être, est-ce qu'il y a d'autres obstacles que vous verriez? Pourriez-vous pardonner la question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Quels sont les obstacles de vos étudiants qui veulent aller étudier en France? Qu'est-ce qui pourrait compliquer la chose? Qu'est-ce qui pourrait être plus compliqué pour eux pour aller faire leurs études en France? Un étudiant qui veut partir, qu'est-ce qui pourrait le retenir? Pardon? Puis-je Khadija? puis-je répondre? Oui, bonjour. Oui, vas-y, Khadija. Khadija et Angela. Oui, moi d'abord. Bon. Oui, vas-y. Bon, je crois que parmi les obstacles qu'on voit souvent, c'est l'idée d'abord, il y a la question de finances. C'est vrai qu'avant, c'était un petit peu moins cher. Clara nous a expliqué que maintenant, il y a le changement. Mais bon, avant, je crois que c'était pas connu de beaucoup de monde qu'il y avait cette possibilité d'aller étudier en France avec les tarifs qui existaient, qui étaient quand même moins chers que même au Kenya. Oui, mais maintenant, à part ça, je crois que l'idée de passer au niveau B2, c'est quand même des fois quelque chose qui décourage les étudiants. Un étudiant vient vers nous et nous pose la question qu'il va aller étudier en France. Et quand on explique qu'il faut avoir un niveau B2, il pense que voilà, c'est quand même, ça prend beaucoup de temps, quoi. Ouais. Beaucoup de temps pour vraiment atteindre ces niveaux. Donc, ça peut être, à mon avis, une des choses qui puissent... D'accord. Ouais. Pour cette question du B2, c'est vrai que leur dire aussi qu'il y a des programmes qui existent en anglais, ça peut être une bonne chose, même si c'est surtout pour les masters. Ça peut toujours être une autre option, même si la maîtrise du français est quand même importante pour venir étudier en France. Sachant qu'il y a quelques étudiants qui vont faire leurs études en anglais, mais qui, en parallèle, en France, apprennent le français, en parallèle de leurs études en anglais. Donc, ça peut être une option aussi pour les étudiants. Ok. Merci beaucoup, en tout cas, Khadija. Angela, peut-être tu voulais rajouter quelque chose?
En fait, c'était ça exactement que je voulais dire, car c'est un peu dur et c'est un peu difficile aux gens de passer et finalement réussir dans l'examen, tous les examens de DELF et surtout celui de B2. Et également, j'ai entendu des gens parler sur des difficultés qu'ils trouvent dans le processus de trouver un visa, oui, à l'ambassade. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est quelque chose que j'ai entendu des gens. Oui. D'accord. Bon, bah pour ce dernier obstacle, vous pouvez toujours les reconduire vers nous parce que c'est avec moi que se passe la première étape pour l'obtention du visa. Donc, une fois que l'étudiant a été admis dans une école ou dans une université, ça part de nous et ensuite l'étudiant va contacter l'ambassade, le consulat pour obtenir son visa. Donc, voilà. Merci, Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Campus France, au-delà d'être un outil pour la mobilité étudiante, c'est l'opérateur qui est obligatoirement utilisé pour toutes les mobilités. D'accord? Donc là, Clara qui est en train de vous présenter ça. De toute façon, il faut passer par Campus France quand on va étudier en France. Je veux juste mettre au clair. Merci. Ok, pour la dernière question, là, alors, je vais la lire pour tout le monde, comme ça c'est plus clair. Peut-être que ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire. Donc, c'est quelles sont les questions, les interrogations les plus fréquentes que vos étudiants qui souhaiteraient peut-être, qui envisagent leurs études en France vous posent? Quelles sont vraiment les premières questions qu'ils vous posent? On a bien entendu que la première inquiétude, c'était le coût. Et évidemment, on est tous d'accord là-dessus. Quels seraient les autres sujets? ok. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, si. Oui. Oh, ok. Pour moi, il y a les étudiants qui n'ont pas appris le français à l'école, mais qui me posent toujours la question s'ils peuvent suivre des cours en France ou bien s'ils peuvent passer les études en France. Et là, je suis toujours un petit peu perturbé parce que là, je ne sais pas vraiment comment les expliquer avec avec les examens de DELF et tout ça. Mais ce que je vais dire, pour ceux qui ont des moyens, qui sont bien capables de payer, ils peuvent poser les candidatures comme les autres, ils peuvent essayer de se candidater pour ces programmes-là offerts en France parce que c'est comme des autres pays dans le monde. Oui, alors il y a deux choses. En fait, effectivement, ceux qui ont la possibilité de payer, c'est déjà ça. Néanmoins, ça ne suffit pas. Et il y a quand même des requirements. Donc, soit tu as des formations qui sont bilingues ou des formations tout en anglais. Et dans ce cas-là, même s'ils n'ont pas fait le français et qui payent des coûts souvent assez chers, ils pourront effectivement s'inscrire. Mais là, on parle plus d'écoles à 8 000 € l'année qu'autre chose, pour être très clair. Soit, effectivement, ils veulent aller dans le public ou dans des facultés. Et dans ce cas-là, le B2 est obligatoire pour même s'inscrire. C'est-à-dire que pour aller auprès de Clara, auprès de Campus France, il faut passer son B2. Et dans ce cas-là, la seule chose à leur répondre, c'est effectivement qu'il faut d'une part qu'ils aient le niveau B2, c'est-à-dire qu'ils obtiennent ce niveau langagier, et ensuite qu'ils passent leur certification auprès de l'Alliance française de Nairobi, de Mombasa ou d'Eldoret. Et une fois qu'ils reçoivent ce sésame qu'est le B2, ils peuvent regarder pour les facultés et les formations dont Clara vous parlait. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. Merci. C'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions que les étudiants tentent à vous poser assez régulièrement? Oui. Oui. Je crois que c'est quand même intéressant de savoir s'il y a les programmes qui sont offerts à distance.
qui permet les étudiants d'avoir le même diplôme sans vraiment les besoins de se déplacer pour aller en France. Alors ça, c'est en train de se développer à l'heure du Covid. Néanmoins, des diplômes 100% à distance pour l'instant, des vrais diplômes licence, master, doctorat. Je voudrais pas dire de bêtises honnêtement, mais je pense que ça n'existe pas encore. Les universités commencent à sérieusement y réfléchir. Je sais que l'université de La Réunion est en train d'y réfléchir très concrètement sur un master. Et pour l'instant, on peut pas être inscrit dans une université française et être du Kenya et de suivre tous les cours à distance. C'est une tendance qui est en train d'émerger, mais pour l'instant, ça n'existe pas, malheureusement. D'accord, merci. Par contre, ce qui se développe, et ça c'est intéressant, et je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le répéter, c'est les cours à distance pour le français. Maintenant, les alliances françaises au Kenya développent vraiment leurs cours de français en ligne. Et voilà, et donc n'importe où au Kenya, maintenant, les étudiants peuvent suivre des cours et non pas être forcément dans les grandes villes, Eldoret, Mombasa et Nairobi. En tout cas, merci Khadija pour ton retour. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou même d'autres questions que vous auriez pu avoir sur notre présentation? Non, on a fait le tour. En tout cas, si vous avez des questions qui émergent plus tard, dans les jours qui viennent ou plus tard même, n'hésitez pas à nous contacter, Alima et moi. On a mis notre adresse mail dans la conversation, donc vous pouvez la voir. Donc, c'est nairobi@campusfrance.org ou campusfranceofficer@gmail.com. Je ne sais pas si je vais le remettre là tout de suite dans la conversation. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez d'autres questions ou de sujets qu'on n'aurait pas traités aujourd'hui. N'hésitez surtout pas. Et on vous enverra le PowerPoint qu'on vous a présenté et on va essayer de faire un petit groupe de documents que vous pourrez présenter à vos élèves et leur transmettre directement sur les questions et les éléments, les informations de base à savoir pour envisager ces études en France. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut en rester là pour aujourd'hui. Oui, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas. Merci Clara, merci Alina. J'espère que ces échanges vous auront permis d'en apprendre plus sur cette question. Et puis nous, mon petit réseau FLAP, on se retrouve très bientôt. Vous aurez une newsletter lundi, je pense, et un prochain webinaire dans 15 jours. Ce sera animé par Julie et ce sera sur l'attractivité du français. Voilà, de la langue française. Et le suivant, ce sera avec l'ONG Equitaboo 15 jours ensuite. Vous savez, Equitaboo, c'est une petite application mobile qui est une liseuse de livres digitaux sur lesquels vous pouvez trouver beaucoup de livres en français. Ça peut être pas mal pour l'accès aux livres quand on est éloigné des bibliothèques ou des centres de ressources. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Merci à tous.